ビデオ体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Donc Ben, aujourd'hui on remonte vraiment loin dans le temps, encore plus loin que... Back in time. Back in time. Ah. Donc Donkey Kong, c'est combien 81 1981 ou 1981 C'est 81. 81. C'est Pac-Man 80. Ouais, c'est ça. Et donc, tu joues à Donkey Kong dans quel but là, Alors là, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu. Alors il faut savoir qu'il y a un bug en fait au niveau de la programmation. En fait, quand on arrive au 22e loop, 22e niveau, parce que c'est des niveaux de 4 tableaux, le jeu bug et en fait, on appelle ça, dans ce jeu-là, on a appelé ça un kill screen, ce qui fait que en fait, t'es game over directement. Ouais. Donc, il y avait la même chose dans Pac-Man d'ailleurs. Si oui, dans Pac-Man, mais c'était vraiment Pac-Man, il fallait jouer des heures et des heures. Alors que là, bon, ça arrive quand même un petit peu plus vite. Donc là, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible, sans forcément chercher à scorer. Enfin, on verra qu'il y a différentes techniques de scoring que je vais plus ou moins expliquer sans forcément les montrer. D'accord. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'aller jusqu'au kill screen. Donc le kill screen, c'est là, on voit, on est au loop, enfin level, c'est L01, c'est marqué en haut à droite. Et donc on est au 4e stage. Voilà, 4e stage du premier level. Et donc au premier level, enfin au premier niveau, au premier stage du 22e niveau, enfin 22e loop, on va dire. Je ne vais pas faire parler de loop. Et bien en fait, on a ce qu'on appelle un kill screen, c'est-à-dire le personnage qui meurt automatiquement sans qu'on fasse quoi que ce soit. Donc visuellement, on voit juste le personnage mourir. Oui, on le voit mourir. D'accord. Bon, je ne te dis pas si je vais y arriver, on va le voir au fur et à mesure. On va peut-être le voir. Suspense. Suspense. D'accord. Donc... on va essayer de présenter un petit peu les quatre niveaux du jeu. Bon, là, on a un peu parlé, on a un peu présenté un peu comment la partie en elle-même. Donc là, on voit que je suis au quatrième niveau. Donc c'est un niveau en fait dérivé en fait. Donc il faut retirer des rivets pour faire tomber Donkey Kong. Donc là, d'une certaine manière, on a terminé le jeu. Là, on délivre la princesse. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Pauline. Pauline. Il faut réviser tes classiques. Oui, désolé. Voilà. Et donc là, on revient au premier niveau. Donc premier niveau du jeu, donc le fameux niveau avec les tonneaux. Voilà. Celui du Game & Watch, tout ça. Ouais. Ça, c'est vraiment culte. Et donc là, on voit tout en bas qu'il y a un marteau que j'ai pas utilisé, qu'il faut prendre si on veut vraiment optimiser son score. Il faut faire ce que je suis en train de faire là, mais aussi bien dans le bas du niveau que dans le haut du niveau. D'accord. Donc là c'est pas trop compliqué. Alors pendant qu'on a le marteau, il faut préciser, on peut pas sauter. C'est un truc qui semble évident pour les gens qui connaissent le jeu, qui y ont joué. Mais faut préciser pour les gens ça tombe pas sous le sens. On peut pas non plus monter aux échelles, j'imagine. Non, on peut pas non plus monter aux échelles. Donc on est coincé sur la plateforme parce que si on descend des plateformes, on meurt aussi. Ah oui, il y a ça aussi. oui. Même si là on voit que d'une plateforme à l'autre, il n'y a pas un écart énorme. Là t'es mort. Là c'est pareil. Si là on voit qu'il y a des trous entre les plateformes, si on tombe, on est mort. D'accord. Donc là on voit donc le deuxième niveau, une sorte d'usine en fait, avec des tapis roulants, avec des plats un peu géants. Par rapport au personnage. C'est ça. Oui, c'était Pie Factory. Pie Factory, c'est ça. Donc c'est des tartes. Et on voit qu'il y a des fireballs là, qui se baladent. Alors là on voit, on est au deuxième loop, on en a deux là qui se baladent, et donc les fireballs vont augmenter en nombre au fur et à mesure que les loops avancent. Alors on voit aussi qu'il y a des objets
qui sont répartis dans les 4 tableaux du jeu. Là, des parapluies. Voilà, là on voit qu'il y avait un parapluie, il y a un chapeau, il y a un sac. En fait, c'est un peu au niveau de l'histoire, c'est les objets qui ont été perdus par Pauline. Voilà, par Pauline, on va dire. Et donc voilà, donc si on les ramasse, évidemment, c'est des points en plus, mais surtout à partir du 3e loop, puisque là, regarde, là on voit qu'il vaut 500 points. Là, en fait, tous les objets valent 500 points. D'accord. Parce que je suis au 2e loop. Okay. Au 1er loop, il valait que 300 points. Ok. Et à partir du 3e loop, il valent 800 points. Donc 800 points, ça commence à être quand même intéressant. Là, on voit, là, il y a un chapeau tout en bas que j'ai pas été prendre. Il y a le sac à droite. D'accord, c'est ça. J'ai pas pris parce que là, en plus, il y a une boule de feu là qui est quand même bien emmerdante. Oui, effectivement. Mais donc à partir du 3e loop, c'est intéressant de les prendre si on veut, encore une fois, si arriver à optimiser son score, à se rapprocher du record, on va dire entre guillemets, le record mondial. Voilà, donc là, 4e niveau, j'en avais déjà un petit peu parlé, donc ça c'est le niveau des rivets en fait. Voilà, donc là on peut bien voir que tu dois passer sur chaque rivet jaune. Voilà, alors si on saute au-dessus, c'est pareil, il se retire en fait automatiquement. Donc là, la stratégie c'est de retirer les rivets de la partie gauche de l'écran. Ouais, pour être ensuite. Et puis en faisant bien attention de garder, tu vois, le rivet du 2e étage, puisque tu as un marteau. Donc si je retire le rivet du 2e étage trop vite, mon marteau il va pas me servir, parce que je pourrais pas passer sur la droite de l'écran. Là par contre j'utilise le second marteau. Alors là les patterns des boules de feu sont un peu aléatoires. Des fois ils te suivent, des fois ils te suivent pas. Bon là c'était un peu juste. Parce qu'en plus il y a un temps qui est très précis par rapport au temps que tu as pour taper avec ton marteau en fait. Oui. Donc je ne le connais pas par cœur, je ne l'ai pas chronométré, mais à force d'y jouer, on finit par avoir à peu près le timing. Enfin bien que là, j'étais là c'était juste. Un peu limite. Voilà, donc second loop. Second loop terminé. Alors, une chose importante qu'il faut bien préciser, c'est que là je joue sur la version Jap du jeu. Oui. On est à No Life, donc sur Jap. Non, c'est surtout parce que je me base toujours sur les records japonais. Les records japonais, oui. Bien que là, je pas vraiment le score, donc c'est moins important, mais je joue à partir depuis quelques mois, même quelques années maintenant, je joue vraiment que sur les versions Jap, quasiment sur tous les jeux. Donc faut bien savoir qu'il y a une version, donc la version Jap et la version US qui historiquement est antérieure. Oui, tout à fait. Voilà. Et qui possède un gameplay qui est très très différent. En fait, là on a vu que les loops s'enchaînent avec tout simplement les 4 stages du jeu. Les 4 stages, à chaque fois qu'on a fait les 4 stages, on passe un loop et on a 4 stages par loop. Il faut savoir que dans la version américaine, c'est beaucoup plus compliqué. Rien qu'à expliquer, c'est pas évident. En fait, dans le premier loop, en fait, dans la version US, on n'a que 2 stages. On a donc le premier niveau, c'est le niveau des tonneaux, on a vu, et immédiatement après on a le niveau des rivets. Donc on passe directement au loop 2, on a passé ces 2 tableaux là, on passe directement au second loop. Et au second loop, on a un stage de plus, on a 3 stages. Donc dedans il y a le niveau des, je crois que c'est le niveau des ascenseurs qui est rajouté, celui-là qu'on va voir là. Ce niveau. Voilà. Une fois qu'on a fait ces 3 stages-là, on passe donc au loop suivant, qui est le 4e loop. Et là, on a 4 niveaux. Voilà, et là, non, 4e loop, on a 5 niveaux. On a un niveau, en fait, on a un niveau de plus par rapport au loop. Premier loop, on a 2 niveaux. Deuxième loop, on a 3 niveaux. Troisième loop, on a 4 niveaux. D'accord. Et à partir du 5e loop, on a 5 niveaux. Alors tu vas me dire, mais il n'y a que 4 tableaux. En fait, dans la version US, pardon, le niveau des tonneaux est répété en fait une fois sur 2. D'accord. À partir du 5e loop et 6e loop. Donc ça devient tonneau, ascenseur, tonneau, dans l'ordre, c'est tonneau, le niveau des tonneaux en premier. Ensuite, le niveau des tartes. Oui, tarte, tonneau, on revient au niveau des tonneaux. Ensuite, le niveau des ascenseurs. On revient au niveau des tonneaux. Et ensuite, le niveau, celui qu'on est en train de voir, des rivets. Donc ça veut dire que par loop, à partir du 5e level, du 5e loop, on a 3 niveaux de tonneaux à faire. Et il faut savoir que le niveau des tonneaux, c'est de loin, mais de très très loin, le niveau qui ramène le plus de points. D'accord. Parce qu'il y a les 2 marteaux, il y a énormément de points à faire avec les tonneaux. En sautant par-dessus les tonneaux qui sont plus simples. Ouais, enfin oui et non, à la fois en sautant au-dessus, mais aussi en utilisant les 2 marteaux. Oui. Puisque les marteaux, à chaque fois, c'est. Alors la valeur, c'est 100 points, des fois c'est 300 points. Enfin, on verra un peu dans juste après. Il y a des tonneaux marrons qui représentent au moins 80% des tonneaux. Et de temps en temps, tu as des tonneaux bleus. Et ceux-là, ils valent quand même un peu plus. Ils valent 300. C'est aléatoire. Des fois, c'est même 500.
Donc c'est un D'accord. peu bizarre. Tu penses qu'il y a une règle sous-jacente pour tout ça ou c'est... Oui, vraiment aléatoire a priori c'est une vraie 300 les tonneaux bleus, mais des fois c'est D'accord. 500. Ah ouais. Et alors il y a une autre chose très importante. Voilà, Le premier tonneau c'est toujours un bleu. Ouais. Mais il y a une autre règle qui est très très intéressante, c'est quand on peut sauter par-dessus 2 tonneaux. Des fois on voit qu'il y a certains tonneaux qui tombent à certaines échelles, d'autres qui continuent. Donc des fois on se retrouve avec là par exemple à l'image, on a 2 tonneaux qui se succèdent en fait, enfin qui se suivent. Donc bon là on a vu que je les ai aplatis avec mon marteau, mais on peut sauter au-dessus des 2 tonneaux à condition qu'ils soient très, très proches l'un de l'autre. Et là au lieu de valoir 100 points, on a 300 points. Quand on saute au-dessus des 2 tonneaux directement, un combo quoi. Ouais, une sorte de combo, c'est 300 points. Ouais. Donc là, alors là, bon, là on l'a vu, mais très brièvement en fait. À partir là, je suis à partir du 4e loop, on voit que dans le niveau des tonneaux, on peut influencer la descente des tonneaux par rapport aux échelles. Alors, on le voit difficilement. Mais, on le voit difficilement. Je le réexpliquerai lorsqu'on sera un peu sur... c'est un concept qui est assez difficile à saisir. C'est un concept qui est difficile à saisir, d'autant qu'on ne peut pas trop le voir sur les premiers loops. C'est un concept qui est mis en place, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il est mis en place qu'à partir d'un 4e, 5e, 6e loop. D'accord. Mais bon, j'y reviendrai quand on sera... Le commun des mortels n'a jamais pu expérimenter ça. Il y a beaucoup de gens qui partent du principe que le niveau ce niveau-là avec les ascenseurs est très quasi inaccessible pour la plupart des gens. Là on voit que je suis au 4e loop, donc je crois que le niveau de difficulté est quasi maximal. Peut-être que 5e ça va encore plus vite, mais là on voit déjà que pour passer là on va voir que je vais me placer là au niveau du 2e ascenseur. Et alors là c'est un petit peu compliqué. Là en fait pour passer, il faut que j'attende un ressort en fait qui tombe exactement, que le premier rebond du ressort tombe à l'endroit de l'ascenseur de gauche. Voilà. Sur la partie jaune. Ouais, voilà. C'est-à-dire entre les 2 pieds de Donkey Kong. Ouais. À partir du moment où le premier ressort est tombé vraiment à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai un bon ressort. Donc, ça veut dire que j'ai un bon pattern. Ça veut dire que tu peux commencer à te déplacer. Alors non, pas tout de suite. Il faut que j'attende le 2e rebond de ce ressort-là pour bouger et aller vers l'échelle. Son objectif, c'était de monter à l'échelle pour délivrer Pauline. Donc là, faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on a ce ressort-là qu'on va forcément être dans une position, dans un pattern sécurisant pour être sûr de monter jusqu'en haut de l'échelle. Il faut voir aussi le ressort suivant. Et si le ressort suivant est un ressort qui a un rebond proche du pied à gauche, enfin du pied droit de Donkey Kong, qui est à notre gauche. Voilà. Là, à ce moment-là, on peut y aller. Tu auras un espace suffisant, tu peux monter à l'échelle, tu es sûr de passer. Par contre, les patterns entre chaque ressort est complètement aléatoire, donc tu peux très bien avoir 2 ressorts identiques qui rebondissent au même endroit, qui se suivent, voire 3 des fois. Et donc, quand tu vois que tu as un bon ressort pour partir, des fois, il faut aussi regarder en même temps que tu montes à l'échelle, enfin quand tu commences à monter à l'échelle, il faut aussi regarder le ressort suivant. Et si tu sens que si tu vois que le premier rebond se situe au même endroit, faut vite faire demi-tour. On le voit parfois faire demi-tour. Faut repartir, faire demi-tour et se replacer à l'endroit du second ascenseur. Alors on va le revoir un petit peu après, parce que c'est un pattern très compliqué à expliquer. Et en même temps, ça va très vite. Donc maintenant que j'ai expliqué, on va un peu le revoir. Alors là, voilà, l'objectif pour influencer la descente des tonneaux sur les échelles, on va voir si je le fais, je suis pas sûr. Voilà, là c'est d'aller vers la gauche de l'échelle au moment où le tonneau est en train de descendre. Bon là on voit que je suis parti vers la droite parce que là je vais bientôt arriver à terme du marteau. Donc, mais quand on est au début, dans les premières secondes où on utilise le marteau, faut essayer d'aller vers l'échelle pour faire tomber le tonneau. Dans la direction opposée, on va dire. D'accord. Alors, donc là c'est un niveau que je maîtrise, peut-être le niveau parmi les 4 niveaux, peut-être celui que je maîtrise le moins bien, parce que là il y a pas mal de scoring à faire avec les tartes. En fait, parce qu'en sautant par-dessus les tartes, ça fait 100 points comme les. Non, il faut utiliser le marteau. Ah oui. Il faut utiliser le marteau. Et moi, je l'utilise de temps en temps quand je sens qu'il y a une boule de feu qui descend. Mais bon, des fois, elle reste en haut pendant au moins 30 secondes. Donc
Là, je l'utilise pas, c'est pas trop l'objectif. Mais en fait, je l'utilise plus pour essayer de me sortir d'un guêpier, quoi. Tu vois, quand je sens que c'est un peu chaud. Ouais. Mais sinon, ceux qui tentent vraiment les très 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 gros scores sur le jeu prennent le marteau. Le marteau du bas, ils le prennent à chaque fois qu'ils passent dans ce tableau. Donc voilà, là, on va essayer de voir. Là, on va essayer d'avoir que les ce yeux soit bioniques un petit peu plus parlant. et de voir. De voir exactement. Alors rebond déjà du là, ressort. je me place, j'attends d'avoir un ressort qui va tomber à droite, voilà, sur le pied. Donc là, je l'ai eu, je suis passé, et là je me mets à peu près avec un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur au niveau du deuxième pied jaune. ascenseur. Voilà. Bon là, On n'a pas eu le temps de le voir. Ça a été rapide, alors on va. Mais t'as eu de la chance, quoi. Parce que parfois, tu peux attendre. Ah oui, des longtemps, fois ça quoi. peut être très très long. Ouais. Ouais. Bon, puis des fois j'hésite aussi, hein. Je suis pas non plus parfait. Des fois, la grosse difficulté de ce pattern, c'est d'à la fois regarder ton personnage. Ouais, donc un peu à droite. Qui est en train de partir vers la droite et qui doit monter à l'échelle Oui, aussi. parce Et que le monter à l'échelle, c'est pas automatique. Oui, faut non, vraiment là- s'arrêter et non, monter. il faut savoir que dans tous ces jeux-là, tu jouais avec 4 directions. Hein. Tu jouais pas avec 8. Aujourd'hui, tu joues avec des jeux qui ont des diagonales, tout ça. Mais là, tu n'avais que 4 directions. Donc, il fallait à la fois aller à droite et quand ton personnage était en face de l'échelle, te placer aller mettre ton stick vers le haut pour faire monter ton personnage. Et tout en faisant ça, faut savoir que c'est quand même au pixel près que tu fais monter ton personnage à l'écran. Tout en faisant ça, il faut regarder si le ressort qui suit, il n'est pas dangereux pour toi. Ouais. Donc c'est un truc. Donc là, un ça va. ressort qui, géométriquement, il est quand même assez loin. Oui, en plus, ouais. Ouais. Mais c'est très très compliqué à faire. À la limite, avec si on jouait au ralenti, si on pouvait ralentir l'image, là, ce serait beaucoup plus facile de partir au bon moment. Ouais. Mais non, là, c'est vraiment très très compliqué. Non, mais ça a l'air compliqué. Je te rassure. Déjà, à expliquer, c'est très compliqué. Ouais, et et même quand on connaît le truc, là, j'ai beau regarder, je vois pas toujours l'écart. non, dont mais tu parles. il faut pratiquer, il faut s'entraîner. Ah, je te cache pas que cette partie-là, le troisième niveau là, avec les ascenseurs, je l'ai répété avec des sauvegardes, mais des fois incalculables. Et je suis même allé me renseigner sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur Donkey Kong. Et donc voilà, pour voir un petit peu, parce qu'il y avait des gens qui expliquaient un peu, pas très bien d'ailleurs, mais qui m'ont quand même aidé à l'arrivée pour comprendre ce pattern. D'accord. Alors, une chose très importante dans ce niveau-là avec les tonneaux, je n'ai pas précisé entre la différence entre la version Jap et la version US. Oui. En fait, dans la version Jap, voilà, là on voit bien, là j'ai changé de direction pour faire tomber le tonneau. Ouais. Bon, enfin, je vais revenir à ce que je disais. Quand on monte à l'échelle, là je monte à l'échelle. Là, on l'a bien vu, c'était parlant. Je suis sûr à 100% que le tonneau ne va pas me tomber dessus sur l'échelle. Les tonneaux descendent sur les échelles parfois. Parfois. On peut penser que c'est aléatoire, mais en fait, à partir du moment où... Alors, je précise bien, dans la version Jap du jeu, quand on est sur la partie supérieure de l'échelle, le tonneau ne peut pas tomber sur toi. Par contre, dans la version US... là, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que tu sois sur l'échelle, en bas de l'échelle, en haut de l'échelle ou un peu à l'extérieur de l'échelle, les tonneaux peuvent tomber sur n'importe quelle échelle. C'est complètement aléatoire. Donc ça, c'est une des grosses différences, du moins dans ce niveau-là, dans le niveau des tonneaux, entre la version Jap et la version US. Qui d'ailleurs fait que la version US est quand même un poil bien plus dur. Ouais, bien compliqué quand même. Donc voilà, ça c'était quand même... important à souligner, ça c'est par rapport à la difficulté du gameplay. Mais donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre que sur la version US, il y a beaucoup plus de possibilités de scoring. Bon, alors là on revient au niveau de l'ascenseur. Alors est-ce qu'on va le voir? Voilà, donc là je me place, il faut que j'attende le bon. Voilà, là il est bon. Et là, je suis monté parce que le ressort suivant, on l'a bien vu, il est retombé un petit peu sur la gauche par rapport au ressort précédent. Moi, j'ai pas eu le temps de le voir. Ben c'est très compliqué parce qu'il faut regarder les deux en même temps. Il faut regarder tout. Même tu vois, toi qui es spectateur, tu as tendance à regarder le personnage qui monte à l'échelle et pas le ressort qui suit. Et pourtant, c'est le ressort qui suit qu'il faut regarder. Je pense qu'avec l'habitude, on regarde même plus son personnage. Ouais. Alors c'est marrant, quand tu prends le marteau, dans certains autres loops, tu sautes vers l'extérieur et tu rebondis, c'est assez marrant. Oui, en fait je rebondis sur une sorte de paroi qui n'existe pas en fait. C'est le bord de l'écran. Ouais, c'est ça, c'est le bord de l'écran et qui me fait redescendre sur la plateforme. C'est assez rigolo.
Ah, un niveau vraiment niveau super compliqué. Ah, t'es mal barré. Ouais. Là, je commence à être mal barré, mais c'est encore une fois, hein, je t'en parlais un peu hors émission. J'ai toujours pas vraiment compris si les patterns étaient complètement aléatoires. Les patterns sur les boules de feu. Je saurais pas te dire. Il te donne l'impression de te suivre. Il te donne l'impression. En même temps un peu n'importe quoi. C'est vrai. Ouais. Et en même temps, quand il se rapproche de toi, finalement, des fois, il change de direction de manière complètement aléatoire. Donc je vois pas, je vois pas. Non, je saurais pas dire. Enfin, je suis pas sûr si vraiment c'est aléatoire ou pas. Je pense que le seul qui pourrait répondre à la question, c'est le créateur du jeu, c'est Miyamoto Shigeru. Je pense qu'il y a que lui qui a programmé le jeu et qui pourrait vraiment répondre à cette question. Parce que je pense que même les très très bons joueurs sur le jeu, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, qu'il y a des patterns trop aléatoires. D'ailleurs même eux, d'une partie à l'autre, leurs scores peuvent varier de 300 000 points. 300 000 points c'est énorme sur un score. 300 000 quand même. Ah oui, 200 ou 300 000 points c'est énorme. Parce que là donc t'es à 156 000 points à peu près. Et donc le high score est de combien alors sur la version, sur la version Jap, le problème c'est que j'ai pas de record, on n'a pas vraiment de record officiel dans le sens où ce jeu n'est plus joué au Japon depuis le milieu des années 80. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, tu peux aller dans les salles d'arcade, le jeu n'est plus joué. On ne trouve pas. On ne trouve pas. Donc d'ailleurs même moi qui cherchais la PCB pendant un moment, je peux te dire que la PCB au Japon, elle est introuvable. Il n'y a que aux États-Unis que tu peux encore trouver la PCB. Donc des versions US quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est vrai que le record, les meilleurs scores qui sont connus de ce jeu-là, donc à l'époque, il y a 25 ans, plus même, tournaient autour de plus de 700 000 points. D'accord. Alors, il faut savoir que sur la version US, il y a un nombre de niveaux énorme en plus, puisque comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à partir du 5e loop, tu as 6 niveaux au lieu de 4 par loop. D'accord, et c'est vraiment un nombre de niveaux en masse qui est plus grand, ou c'est pas juste une proportion de niveau 1 qui est supérieure? En fait, le niveau des tonneaux sur la version Jap, on va faire un peu la comparaison, tu as, pour arriver au 22e loop, tu as 20... Ouais, enfin le 22e tu peux pas trop le scorer parce que tu meurs assez vite. Donc tu as véritablement 21 niveaux de tonneaux où c'est vraiment sur ce niveau-là que tu peux faire le plus de score. Et dans la version US, donc j'avais fait un calcul. Je crois ça doit être 57, je crois. Donc pour arriver au 22e loop, je crois que tu as 57 fois le tableau des tonneaux. Donc je sais pas si tu imagines bien, mais c'est plus du double de. Donc c'est en termes de score, c'est un potentiel énorme de points. Et donc il faut savoir que là, par contre, sur la version US, il y a un record, il y a des records vraiment officiels, puisque là-bas au State, ils continuent de jouer beaucoup à des très vieux jeux comme Donkey Kong, même le Donkey Kong Junior, la suite, Pac-Man, Galaga, tous ces jeux-là sont même Space Invaders, tous les premiers jeux d'arcade de l'histoire sont vraiment encore joués là-bas. Et il y a des records qui sont tenus, donc notamment par un site, tu peux aller voir sur internet, un site qui s'appelle Twin Galaxy, qui officialise tous ces records-là. Et donc le record sur la version US, c'est 1 million. Donc sur Twin Galaxy, c'est 1 049 000. Donc ça, c'est le meilleur score mondial fait sur la version US. D'accord. Sur PCB, je précise bien. Officialisé sur PCB avec soit un arbitre, soit un enregistrement avec caméra. Enfin, c'est la charte un peu de Twin Galaxy. C'est leurs règles qui imposent ça, qui sont d'ailleurs pas toujours très très fiables et pas forcément bien vérifiables. Mais voilà, donc c'est quand même. Donc le record, il est donc il y a environ à peu près 300 000 points de plus sur la version US par rapport au record que moi je connais sur la version Jap. Mais ce qui est évident, enfin à mon sens, c'est que un score de 700 000 points sur a priori, c'est à peu près le record mondial sur la version Jap. Ce sera à peu près ça. Ce sera peut-être 750 000. Je te dis, j'ai pas de chiffre exact. C'est à mon sens beaucoup plus élevé. Enfin,
c'est une maîtrise des patterns, surtout sur le niveau des tonneaux, qui est supérieure à faire 1 million de points sur la version US, puisqu'il y a tellement d'autres... il y a tellement de niveaux supplémentaires à faire en scoring avec le niveau des tonneaux. Et encore une fois, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les Japonais ont arrêté d'y jouer depuis 25 ans. Alors que les joueurs américains, ils jouent encore aujourd'hui. Depuis 30 ans, ils y jouent. Ils continuent à travailler des patterns, à chercher des trucs. Donc voilà, c'est vrai que Twin Galaxy officialise un peu le record de Billy Mitchell, parce que c'est lui qui a le record sur PCB actuellement, comme le record ultime, le record mondial. Mais bon, il faut savoir que oui, c'est le record mondial sur la version US. Après, sur la version Jap, pour moi, un score de 700 000 points, enfin de plus de 700 000 points, c'est un score qui est monstrueusement bien meilleur et bien, c'est plus élevé. Il faudrait calculer. Il faudrait calculer le nombre de points moyens, effectivement, par niveau, par tonneau. Et puis ce qui est possible de faire, c'est pas ce que je montre. Attention, là, tu as vu sur le niveau des tonneaux, je n'utilise jamais le marteau qui est en bas. Donc ça, c'est une source de points qui est énorme et que je n'utilise pas. Faut pas oublier que moi, là, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Tenter le kill screen. Qui se situe au 22e loop. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sachant qu'il y a beaucoup de patterns aléatoires. Là, on voit les boules de feu, c'est pas trop, tu vois, là j'hésite à prendre le marteau, quand je redescends, c'est... Non, il y a beaucoup d'hésitation à chaque fois, on sent vraiment que... Mais c'est pareil aussi sur les super plays des meilleurs joueurs du monde qui jouent le score. Moi j'en ai vu, j'ai vu le super play de Steve Wiebe qui a tenté à chaque fois de battre le record mondial. Et bon, voilà, lui aussi, il hésite beaucoup, il perd du temps. Ça doit être extrêmement stressant comme jeu. C'est un jeu extrêmement stressant et j'irai même plus loin, c'est hyper frustrant. C'est pas le jeu, j'avoue que c'est pas le jeu sur lequel je passerai le plus de temps. Tu as passé combien de temps d'ailleurs ? C'est un peu compliqué parce que j'y ai joué un tout petit peu en arcade à l'époque, donc je précise bien. Même en France, on le trouvait encore au milieu des années 80, enfin peut-être pas au milieu des années 80, mais 83, 84, on le trouvait encore. Dans certaines salles, donc je l'ai un peu tâté, mais j'étais vraiment jeune. Et pour pas dire que T'as pas vu le kill screen Non, loin de là. Même à l'époque, il y avait quasiment personne qui y allait. Mais j'y ai joué pas mal sur le Commodore 64, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la machine que je possédais, qui était vraiment exceptionnelle, qui faisait même des adaptations de vieux jeux comme ça, qui étaient assez bien foutus. Donc j'ai fait mes premières armes sur le Commodore 64, mais bon, je te parle de ça, c'était il y a 25 ans. Non, j'ai repris le jeu il y a 6 mois et j'y suis resté à peu près 4 semaines. J'y suis resté un mois dessus. J'y suis resté un mois. Voilà. Pour bien comprendre tous les patterns de manière à essayer de rester en vie, parce que l'objectif quand même c'est de rester en vie, c'est de passer les niveaux mais de rester en vie. Donc voilà, alors ce qui m'a donné envie aussi de partir dans une performance comme ça, c'est ce fameux documentaire. Ce fameux film documentaire c'est vrai que c'est un film. Les plus geeks d'entre nous connaissent. C'est un film, c'est vrai, qui est sorti au cinéma aux États-Unis. King of Kong. Oui, c'est vrai. C'est sorti au cinéma. Et en fait, ça raconte la confrontation entre les deux meilleurs joueurs américains sur le jeu. Donc Billy Mitchell, le fameux Billy Mitchell. Le fameux. On parle énormément. L'inénarrable. Voilà, qui a bien d'autres records aussi sur d'autres jeux, notamment sur Pac-Man. Mais donc, qui possédait le record sur la version US depuis 1982, je crois. Donc, qui était de 820 000 ou 830 000 points, je ne saurais plus dire exactement. Depuis 1982, son record tenait et n'avait jamais été battu aux États-Unis. Pourtant, le jeu était joué depuis. Et il continue à être joué. Il continue de jouer et il a été joué depuis ces 25 dernières années. Il avait tapé très fort. Voilà. Et donc là, il y a un joueur qui est arrivé il y a quelques années et qui est arrivé avec un bon niveau de jeu, qui s'est entraîné chez lui, tout ça. Et sortait de nulle part. Qui sortait un peu de nulle part, qui avait jamais joué à d'autres jeux. Voilà, qui a tenté de battre le record, Et donc, bon, on va pas tout raconter, c'est un peu l'histoire du film, du reportage documentaire, entre guillemets. Et c'est quand même un film. Voilà, et c'est cette fameuse rivalité qui existe un peu entre ces deux joueurs-là. Donc Steve Wiebe, donc le nouveau, le challenger, et Billy Mitchell, donc le tenant du titre.
le gentil et le méchant. C'est bien, c'est bien filmé de cette manière-là. Le gentil et le méchant. Et d'ailleurs, Twin Galaxy, le site qui officialise les records, qui a un peu, qui aide un peu au départ, on va dire un peu Billy Mitchell, parce que Billy Mitchell, en fait, c'est un peu compliqué dans l'histoire. Il fait partie de l'équipe de Twin Galaxy. Donc, dans l'histoire, Steve Wiebe avait envoyé une vidéo. Parce que dans l'histoire, c'est quand même lui le premier à avoir passé la barre du 1 000 000 de points. Et donc, voilà, il a bien explosé le score de un peu quasiment 200 000 points. Et donc, il a envoyé sa vidéo à Twin Galaxy et apparemment, ça a ça a fait des histoires parce qu'on lui a reproché apparemment que sa PCB n'était pas officielle. Il était peut-être truqué, on n'était pas sûr. Pareil, on va pas raconter ce qui se passe dans le film, pas trop, mais il y a une rivalité qui s'installe un petit peu entre, à la fois entre Twin Galaxy, le joueur, Billy Mitchell qui est au milieu de tout ça. Enfin, c'est un film qu'il faut voir. Moi, il y a une vraie intrigue avec des rebondissements et des personnages charismatiques. C'est comme un film au cinéma. Tu sais pas comment ça va finir. Les joueurs évoluent. Steve Wiebe parle de Billy Mitchell. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il essaye constamment pas constamment, mais il essaye plusieurs fois de le contacter. Il lui laisse des messages sur son portable et l'autre il répond pas en fait, parce que en fait il y a un vrai travail psychologique entre les deux. Il y a un travail psychologique et on voit surtout la philosophie de ces joueurs. Aux États-Unis qui est complètement différente des super players au Japon, c'est que eux ils se marchent sur les pieds pour être le meilleur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas partager leurs secrets. Par exemple, Billy Mitchell, c'est évident, on le voit, on le montre, d'ailleurs il ne se filme jamais en train d'être joué, on ne veut surtout pas le voir jouer. Il veut garder tous ses secrets un peu pour lui, tu vois, tous ses records, tout ça, il ne veut pas du tout les partager, alors que finalement, je pense, à mon sens, le meilleur moyen de progresser, c'est de faire jouer l'émulation, c'est de se regrouper avec d'autres très bons joueurs qui, eux, vont peut-être voir le jeu d'une manière différente, qui vont penser à des patterns peut-être un peu différents, et qui vont de fil en aiguille analyser les choses de manière différente par rapport à toi. En multipliant les cerveaux sur un seul exactement. Et un seul problème. Et je pense que, je sais par expérience que c'est comme ça qu'ils font un peu au Japon. D'ailleurs, au Japon, il y a des équipes. Des équipes qui s'entraident en fait, au sein d'une même équipe, les joueurs s'entraident pour essayer de progresser. Je pense qu'ils jouent chacun de leur côté, après ils se regroupent. Et ça, c'est une philosophie vraiment que tu peux avoir qu'au Japon, quoi, dans les game centers au Japon. Là-bas, dans les game centers aux États-Unis, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Parce que déjà, ils jouent chez eux. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont chacun le jeu chez eux. Ils ont chacun, bien sûr, le jeu chez eux. Mais pour la petite anecdote, par exemple, dans ce film, Billy Mitchell envoie une vidéo à Twin Galaxy, une vidéo où il a battu son record et aussi le record de Steve Wiebe. Mais à la base, il s'est inspiré de la vidéo que Steve Wiebe avait envoyée. Il a vu les nouveaux patterns qui lui ont permis de l'aider. Voilà ce qui lui manquait. Et donc, lui, ça l'a aidé. Il a battu le record, son propre record, mais aussi le record de Steve Wiebe. Et la vidéo qu'il a envoyée, il a imposé, en fait, pour qu'elle soit officialisée par Twin Galaxy, que Steve Wiebe ne la voit pas. Tu vois, c'est des trucs de malade mental, quoi. Je veux dire, en arriver là, jamais t'aurais ça au Japon. Et pour moi, la preuve, c'est qu'au Japon, ils explosent tous les scores très rapidement dès la sortie d'un jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils se regroupent et ils jouent en équipe. Faut savoir que oui, il y a des counter-stop, on va dire. C'est arrivé récemment, des jeux en 2 semaines qui se sont fait counter-stop. Bon. Oui, là tu parles de Dodonpachi, le dernier Dodonpachi. C'est un peu aberrant comme exemple, mais bon. Ouais, mais ça c'est grâce à un travail d'équipe. Voilà, donc c'est vrai que là, on se fait la guerre. C'est aussi pour ça que le reportage, le film est ce qu'il est, et qu'il est très intéressant. Mais néanmoins, personnellement, je trouve ça vraiment risible, quoi, d'en arriver à se faire la guerre et de jouer sa vie, parce que les mecs jouent leur vie. On peut peut-être me considérer comme un geek, mais alors c'est des geeks extrêmes, quoi, et qui jouent vraiment leur vie. Et en plus sur un seul jeu, sur 3-4 jeux, on va dire Billy Mitchell est un gros niveau de jeu sur 3-4 jeux, sur 3-4 vieux jeux d'arcade, il y a un niveau. Donc très bon. On explique au tout début du film qu'il a fait une partie parfaite à Pac-Man, par exemple. Oui, tout à fait. Un truc complètement insensé, quoi. C'est vraiment un très bon joueur. Alors là encore, je mets un bémol sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est le premier joueur à avoir fini Pac-Man, c'est-à-dire à avoir amené Pac-Man jusqu'au bug final, au niveau de la programmation. Mais en même temps, encore une fois, Pac-Man, la version originale, n'est plus jouée en Game Center.
au Japon depuis, depuis le milieu des années 80. Donc c'est évident, ça me paraît évident que le jeu aurait été joué à la perfection de cette manière-là, peut-être à la fin des années 80. Billy Mitchell, lui a fallu 20 ans. Un joueur japonais, lui aurait fallu 10 ans. Donc c'est ça, moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. Et je suis un peu contre cette philosophie de Twin Galaxy d'officialiser les records en disant record mondial. Encore, il dirait record américain, je veux bien. Surtout sur ce jeu-là, comme je t'ai expliqué, la version US est très spécifique au niveau du gameplay. Mais tu peux pas dire record mondial sur la version US, puisque légalement la version US elle ne doit pas sortir des États-Unis. Donc non, mais c'est vrai. Oui, enfin bon, ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'y a plus de soucis. Mais bon. N'empêche qu'à l'arrivée, c'est aussi une grosse promotion pour ce site, je trouve, ce film. Oui, ça, on voit d'ailleurs l'arbitre qui officialise un petit peu dans les game centers. Voilà, il officialise un peu tous les scores, tous les records qui sont faits dans les game centers aux États-Unis. Donc, enfin bon. Un film à voir, donc, je conseille. Si on est parti là-dessus en fait en disant que c'est ce qui t'a un peu inspiré. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que ce film m'a vraiment inspiré. Bon, c'est vrai aussi que j'avais récupéré la fameuse vidéo de Steve Wiebe qu'il avait envoyée, il y a au moins 4 ou 5 ans maintenant, et que j'avais récupéré de manière plus ou moins, on va pas trop en parler, on va dire, mais qui n'était pas donnée à tout le monde parce que la vidéo complète n'est pas sur le web. Enfin, peut-être aujourd'hui, mais il y a 6 mois, elle n'était pas sur le web, je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui. Et je l'avais récupéré et c'est vrai que j'avais vu des choses fabuleuses, quoi. J'avais compris beaucoup de patterns et c'est vrai que j'ai eu envie de m'y mettre sans pour autant chercher à scorer comme il fait, parce que c'est vrai, ça reste très impressionnant. Attention, je sous-estime pas ces joueurs qui ont un talent et puis qui ont une abnégation vraiment énorme, quoi, pour arriver à ça. Je connais un peu, mais c'est vrai que moi je joue à beaucoup plus de jeux qu'eux, donc c'est vrai que je reste pas 3 ans sur le même jeu, quoi. Ou alors si je reste 3 ans, je joue aussi à d'autres jeux en parallèle pour me faire aussi plaisir. Tu l'as fait. Je l'ai fait, oui. C'est sûr. Et peut-être que j'y rejoins un jour. Oui, je sais pas. On verra. Faut jamais dire jamais. Donc alors là c'est vrai qu'on a bien avancé là. On voit qu'on a du coup on papote, le 11. Et j'ai toujours pas perdu de vie quand même. Ce qui est assez rare, je fais très peu de parties. Oui, parce qu'il y a quand même une grande part d'aléatoire, donc même avec des années et des années de pratique, il y a toujours une grande part d'inconnu. Ouais, tu peux très bien perdre 1 ou 2 vies dès les premiers loops, et puis derrière faire 10 loops sans perdre de vie. Parce que de toute façon, ça rapporte pas de points les vies. C'est juste pour la progression. En fait, tu commences avec 2 vies en stock, plus la vie que tu utilises. En fait, tu as 3 vies au départ, comme dans tous les jeux d'arcade. Et tu as une vie, alors la vie gratuite, si je me souviens bien, ça vérifie, je crois que c'est 70 000 points. Donc voilà, là j'ai eu ma vie gratuite depuis longtemps, parce que là je suis à 289 000. Mais donc non, après il n'y a plus de vie gratuite, enfin de one-up possible. Et d'ailleurs, il faut préciser aussi que sur la PCB, je ne l'ai pas, mais j'ai vérifié, il n'y a pas de possibilité de changer le niveau de difficulté. Ah oui. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je reviens encore pour le film, c'est vrai que quand Steve Wiebe avait envoyé sa vidéo, on lui avait dit que la PCB était trafiquée, mais je vois pas comment on peut trafiquer puisqu'on peut pas changer le niveau de difficulté. Les vies elles sont bien inscrites en haut de l'écran, sur sa vidéo c'est clair et net, donc c'était plus pour l'embêter. Et pour ne pas officialiser son record. Alors là, on a vu une petite technique qu'on va revoir après. Sur le pilier bleu, là. Voilà. Petite technique que j'utilise pas d'ailleurs dans les premiers loops, c'est un peu dommage, mais une petite technique spécifique à ce niveau-là qui consiste à sauter et à faire du leeching en fait. Quand on se trouve au pied de Donkey Kong, il suffit de sauter à la verticale, verticalement, pas vers Donkey Kong, parce que sinon on meurt, mais donc à la verticale et pendant que tu es en l'air, de mettre le stick dans la direction opposée. Donc si tu es dirigé vers Donkey Kong, en fait, tu mets le stick en même temps vers la droite. Donc tu sautes et tu sautes verticalement et assez vite, il faut mettre le stick. Sinon, ça mais de toute façon, ça change pas la direction du saut. Non, parce qu'à partir du moment où tu as sauté sans partir dans une direction, ton saut il est à la verticale. Donc oui, c'est vrai qu'après dans les jeux, mais c'était un aspect technique que, à mon avis, à cette époque-là, c'était trop compliqué à faire. Mais dans les jeux de plateforme qui ont suivi les années après, on pouvait contrôler effectivement son saut, même presque repartir à l'opposé. Mais voilà, donc là c'est une technique. Alors je
je ne saurais pas dire, pour moi c'est un bug. Ouais. Mais encore qu'on ne sait jamais. Il y a quand même un endroit précis. Ouais, il y a un endroit précis, ça marche des deux côtés. Ça marche des deux côtés. Donc encore une fois, est-ce que c'est un bug? J'en sais rien. Le seul qui a la réponse, c'est Miyamoto. Je pense que n'y a que lui qui a programmé le jeu, donc il n'y a que lui qui pourrait vraiment répondre à cette question. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même, ça ressemble à un bug. Ça y ressemble. Donc bon, on va le revoir un peu. Hein. C'est une technique que j'utilise. Donc qui consiste à sauter et à mettre le stick dans la direction opposée et on marche en point à chaque fois. Voilà. Donc il faut savoir que bon, c'est pas forcément du leeching parce qu'on voit quand même, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, c'est important. On a un bonus quand même de points. Mais c'est du temps aussi. Oui, c'est ça. Voilà, là, par exemple, si je finis le niveau à ce moment-là, bon, je ne peux pas parce que je suis trop loin, mais là, je gagne 4200, je gagne 4100, 4000. Donc, c'est un bonus de temps. Et c'est vrai que lorsque je fais cette technique, justement, là, dans le dernier niveau, là, le niveau dérivé, cette technique où je saute. Tu perds du temps. En fait, ça va à la même vitesse, si tu veux. Donc, je gagne 100 points en faisant mon saut, mais en même temps je perds 100 points parce que pendant ce temps-là je finis pas le niveau. Donc à l'arrivée c'est une technique qui à partir du 4e ou 5e loop ça ne sert à rien. D'accord. Faut mieux utiliser cette technique dans les premiers loops parce que, ça j'ai pas expliqué, le bonus de temps diminue au fil des loops de plus en plus vite. Ouais. Dans les premiers loops, on voit, bon là, on voit 6100, 6000, 5000. Là, ça ressemble à des secondes. Voilà, ça ressemble presque à des secondes. Il faut savoir que dans les premiers loops, ça diminue très très lentement. Donc cette technique est très utile. C'est vraiment une belle technique de leeching à utiliser dans les 4-5 premiers loops. Mais après, au-delà, ça ne sert plus à rien puisque le temps va à la même vitesse. Alors là, on voit, je suis pas parti au bon. Enfin, si, je suis parti au bon moment, mais j'aurais dû revenir en arrière. Puisque le deuxième ressort là qui m'a touché, en fait, c'était un ressort, c'était un pattern qui était quasiment le même que le premier sur lequel je m'étais basé. En fait. Donc là, on va bien revoir, on va bien analyser le premier ressort. Donc là déjà, voilà, là j'attends d'avoir le premier ressort sur le pied de Donkey Kong pour partir, pour me placer. Donc là j'attends, là celui-là il est bon, mais le suivant est trop tôt. Donc là t'as vu, je suis reparti. Donc là j'essaie de voir à gauche. Là il est bon, mais là j'ai hésité, j'aurais peut-être pu. Là il est bon. Là il est bon. Voilà. Mais encore une fois j'hésite. Peut-être que j'aurais pu, hein, parce que là c'est du feeling. Donc là encore j'attends. Là c'est limite. Non, là celui-là non. Oui, celui-là il est bon. Voilà. Là je suis sûr que j'aurais pu. J'ai pas tenté, j'ai pas osé. Et là tu vois je passe, mais je suis vraiment. T'avais perdu une vie juste avant, donc oui. Ça, là je commençais à hésiter un peu. Mais tu vois à l'arrivée c'est vrai que ce niveau-là, tu perds des points parce que le temps pendant ce temps-là il défile. Donc celui qui joue le record mondial, il se joue aussi sur ce niveau-là. Essayer d'aller le plus vite possible. Sachant que tu ne peux pas partir de la droite pour monter à l'échelle. Tu vois, si ça tu peux le faire dans les premiers loops, dans les 2-3 premiers loops tu peux le faire parce que le rythme des ressorts est très très lent. Mais à partir du 3e loop, tu es obligé de te placer à gauche pour aller dans le sens du ressort. C'est ça qui doit tuer le noob qui arrive là-dedans la première fois, quoi. Enfin, dire ça tombe pas sous le sens qu'il faut faire un chemin pareil. Oui, mais ça a été analysé. Je sais pas de combien d'années. D'ailleurs, il y a un guide. Il faut savoir qu'il y a un guide. Plus ou moins officiel, mais qui a été écrit par un bon spécialiste au début des années 80. D'ailleurs, quelqu'un qu'on voit qui est beaucoup en interview. C'est un ami de Billy Mitchell en fait, qui a écrit donc un guide, un bon petit livret qui apparemment est vraiment complet. Voilà, alors on voit bien cette technique. Et donc qui a écrit un guide où il explique vraiment tout ça. Donc un guide qui explique vraiment tous les patterns dans tous les loops, tout ça. Et c'était un très bon joueur, je crois que c'était un joueur qui était monté à au moins 500 000 points, quoi. Donc 500 000 points au début quand le jeu est sorti, c'est un record énorme. Quoi. Et il faut savoir que ce guide, je me suis un peu renseigné dessus, parce qu'il y a un moment où je me suis même posé la question de savoir si ce serait pas intéressant de l'acheter, aussi bien pour l'aspect collector que le fait de pouvoir apprendre peut-être des choses. Et je me suis vu que c'était un truc de fou, je crois qu'il était à $500, le petit livret était à $500. Enfin, c'est un objet très très convoité par les collectionneurs, à la limite plus par les collectionneurs que ceux qui veulent vraiment progresser dans le jeu. Donc finalement j'y ai renoncé. J'ai vu le documentaire par la suite. Et puis derrière, je me suis. Et puis c'est vrai qu'en y jouant aussi, on apprend. Il n'y a pas que en regardant. Alors là, on voit que là, il y a un petit bug. Je sais pas si t'as vu. T'as pas gagné de points. J'ai sauté. Alors ça, c'est vrai que je l'avais pas expliqué. Je crois qu'on peut
sauter par-dessus deux tonneaux en même temps. Alors normalement quand tu sautes au-dessus de 2 tonneaux c'est 300 points. Ça fait 300 points. 300 je crois qu'on l'a dit. Voilà. Mais là t'as vu, j'ai sauté au-dessus, j'ai pas eu de points. Parce que tu as sauté en arrière peut-être. Non, c'est un bug. C'est un bug. D'accord. C'est un bug. Ça c'est un bug que des fois c'est complètement aléatoire. Des fois, encore de l'aléatoire dans ce jeu, au secours. Comme quoi, le jeu a beau être magnifique, il y a quand même des petits... Enfin, même dans tous les jeux, même dans les jeux modernes. Oui, parfois il y a des trucs. Ouais. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. De temps en temps, surtout quand tu vises un score, même si on est sur des échelles de centaines de milliers de points, tu les fais quand même à chaque fois 100 par 100, quoi. Ben oui, et regarde, là tu vois, je perds 300 points. Imagine que ce pattern-là, il est répété au moins 5 ou 6 fois sur toute une partie. T'imagines, sur 22 loops. En plus, 300 fois, je sais pas combien. À l'arrivée, ça te fait des milliers de points. Ça te fait des milliers de points de perdus, alors que bon, t'as rien fait de mal, quoi, finalement. C'est juste un bug du jeu. Donc, c'est vrai que souvent, les bons joueurs, ceux qui cherchent le score, ils essayent d'exploiter justement les bugs du jeu. Donc, des fois, c'est le revers de la médaille. Des fois, on s'en prend plein la tête aussi. Celui-là, il est bon. Mais là, le ressort suivant, il n'est pas bon. Celui-là, il est bon. Là, il y a un écart. Donc c'est bon. Pourtant, il était juste. Il était juste. Bon, après, c'est vrai que là, on est en train de regarder la vidéo sur un petit écran. C'est vrai que ce jeu-là, ce passage-là, il faut y jouer sur un grand écran, sur une borne avec bon, déjà, faut pas y jouer. Si tu joues en émulation, faut retourner ton écran, faut le mettre en sinon vertical. Tu vois vraiment pas, tu vois moins bien, si tu veux. Là, faut vraiment y aller au pixel près. Et plus ton écran va être grand, et plus tu vas avoir le détail du pixel qui va te faire rebrousser chemin ou te dire bon voilà, c'est bon, là j'ai assez le temps, j'y vais. Donc alors, il y a un autre truc qu'on n'a pas expliqué dans ce niveau-là, c'est que lorsqu'on détruit, on aplatit, on va dire. On déteint. Ouais, voilà. On écrase comme des crêpes les boules de feu, en fait. Elles réapparaissent, là, t'as vu qu'il y en a 5, hein. Voilà. Elles réapparaissent, en fait, du côté opposé où je les détruis. Regarde, là, par exemple, celle-là, je l'ai détruite. Je suis sur la partie droite, par rapport au centre de l'écran. Je suis sur la partie droite. Elles réapparaissent à gauche. Alors, elles peuvent réapparaître tout en bas ou aussi bien au premier étage. Hein. C'est pas ça, après, c'est aléatoire. Ou même au deuxième étage. Je crois qu'elles peuvent apparaître jusqu'au deuxième étage. Bon, pas le troisième, je crois, parce qu'il y a un trou, mais... Donc, c'est pour ça que tu fais un côté d'abord. Oui, pour pouvoir ensuite les taper et avoir le côté droit de libre. Tu as tout compris, je retire tous les rivets de la partie droite, tout en faisant attention de garder le rivet du premier étage, pas du deuxième étage, parce que tu as le marteau. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Si je retire le rivet avant d'aller prendre le marteau, je suis bloqué avec le marteau. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser le marteau sur une portion de plateforme. Parce que oui, les trous, en fait, même s'ils sont tout petits, tu passes dedans quand même. Ah oui. Si je marche, je tombe. Voilà, ouais. Donc, oui. Sanction immédiate. C'est vrai que c'est pas précisé, mais c'est vrai que... On a du mal à se rendre compte parce que tu fais jamais l'erreur. Voilà, c'est exact. Là, tu vois que je suis descendu. J'ai vu qu'il y avait un écart qui était très compliqué à gérer entre les deux tonneaux. J'aurais peut-être pu sauter juste verticalement entre chaque. Mais là, tu vois, ce pattern-là, si j'étais sur la version US, j'étais vraiment dans la merde. Parce que en me mettant sur l'échelle, je suis quasiment sûr qu'il y en a un des deux tonneaux. Tu avais une chance sur deux. Peut-être même plus d'une chance sur deux, parce qu'il y avait les deux tonneaux qui passent au-dessus de moi. C'est vrai. Donc je pense que j'avais plus d'une chance sur deux qu'il y en ait au moins un sur les deux qui me tombe dessus. Exact. Donc c'est pour ça, sur ce niveau-là, faut vraiment réviser la manière de jouer sur la version US. C'est beaucoup plus, c'est pas plus compliqué, mais ça fait beaucoup plus appel à la chance en fait. Ouais, encore que faut vraiment aller voir des super plays. De score. Ils arrivent quand même à maîtriser le Moi, je conseille. Il y a un super play que je conseille. C'est un INP en fait, c'est les fameux fichiers qu'on enregistre qui a été fait en émulation émulation avec MAM. Moi sur émulateur j'y ai joué, je peux te dire que c'est vrai. Ça marche bien. Il est parfait, il est super bien émulé, il n'y a aucun problème, c'est la même version que sur PCB. Oui, donc je voulais revenir, il y a en fait le plus gros score qui existe à l'heure actuelle, je te parle, il est sur MARP, sur le site de MARP. Donc je crois que c'est un Américain, pas certain, mais je crois que c'est un Américain qui a mis en ligne un INP d'un score donc, de 1 073 000 tout. Donc c'est plus fort, que les soi-disant 2 meilleurs joueurs du monde du film. Donc il va beaucoup plus loin, sachant qu'il va même pas jusqu'au kill screen. Et il y est quasiment, mais il manque 2-3 tableaux pour y arriver, mais il y est quasiment.
Et il faut savoir que ce joueur-là a une maîtrise incroyable du niveau des tonneaux. Il fait des choses incroyables. Il arrive à regrouper des tonneaux pour les avoir 2 à la suite, pour sauter au-dessus, faire 300 points. Il arrive même à redescendre, sauter au-dessus, redescendre d'un étage, parce que les 2 tonneaux qui se suivent, ils descendent d'un étage, donc il ressaute au-dessus. Enfin, je conseille vraiment ce replay, super play, pour en parler. Si vous voulez en prendre plein la tronche en termes de scoring, c'est pas trop ce super play là qu'il faut regarder, c'est vraiment celui qui est online. Donc c'est le site de Marp. Je pense que on va l'écrire. Pour donner le lien, je donnerai le lien exact vers le fichier INP. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce que c'est une démonstration de scoring vraiment renversante. Une démonstration déjà de survie, déjà de pattern, mais de prise de risque. Oui, en plus. Vraiment énorme. Alors, je coupe. Là, on a vu, quand j'écrase encore une partie aléatoire, quand j'écrase les boules de feu, on a vu là qu'à un moment j'ai gagné 800 points et après j'ai fait 500 points. Donc à nouveau, j'ai toujours pas compris. Pour moi, c'est de l'aléatoire. J'ai revu des super plays. Pour moi, c'est de l'aléatoire. Des fois c'est 500, des fois c'est 800, des fois c'est 300 même. Enfin, je crois que ces boules de feu là, dans le 4e niveau, c'est au minimum 500, je crois, à chaque fois. Mais enfin bref, c'est étrange. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne gère pas. Et je te dis que seul Miyamoto doit connaître. C'est vraiment le concepteur, quoi. D'ailleurs, préciser une chose quand même, que ce jeu, c'est plus qu'un jeu vidéo classique, c'est vraiment un mythe parce que c'est quand même le premier jeu de plateforme de l'histoire du jeu vidéo, quand même. Le jeu est sorti, donc tu m'as posé la question, le jeu est sorti en 81. Il faut savoir que jusqu'à cette époque-là... on ne savait pas ce que c'était qu'un jeu de plateforme. Et il y avait du shooting game, Space Invaders, Galaxian, Galaga. Et Pong. Oui, il y avait Pong. Enfin, Pong n'existait déjà plus. Pong, c'est les années 70. Mode, alors après, Pong est revenu à la mode, mais c'était plus dans les consoles de salon que c'est arrivé. En arcade, c'était complètement dépassé. Donc c'était vraiment le shooting game à cette époque-là. Je parle vraiment au tout début des années 80. Et en arcade. Et en arcade, c'était le shooting game. Au début des années 80, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient des jeux vidéo chez soi. Donc le jeu vidéo, principalement, c'était en arcade. Mais c'était du shooting qu'on voyait. Donkey Kong a été créé sur un hardware qui était dédié au shooting à la base. Oui, et c'était justement ça, c'est ce que tu m'as appris. C'est vrai que je connais pas toute l'histoire, pour changer un peu, je connais pas toute l'histoire de Nintendo, mais c'est vrai que faire autre chose. Donc voilà, c'est le jeu de la différence. C'est ça qui fait qu'il y a quelques bugs d'ailleurs. Je sais pas si c'est lié. Mais toujours est-il que c'est quand même bien démerdé. Mais toujours est-il que on peut pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul. Si on n'a pas de recul, on ne peut pas se rendre compte en fait. C'est un jeu de plateforme, il y a des échelles, on saute, on se dit c'est un truc super classique quoi. Et même le scoring et tout, beaucoup de choses sont pensées à la base. Ceux qui ont connu, pas nombreux qui regardent nos lives, mais ceux qui ont connu cette époque-là au tout début des années 80 et qui ont connu le jeu. C'était une claque, c'était la première fois qu'on voyait un personnage déjà, un sprite comme ça qui était vachement bien animé, si tu regardes bien. Si tu regardes bien, il est très très bien animé. Il y a beaucoup de choses quand il saute, pareil, il est très bien animé. Il y a du bruitage quand il marche, il y a du bruitage quand il monte aux échelles. Enfin, je veux dire, c'était du jamais vu quoi à l'époque. À part un petit tank qui se balade de droite à gauche et qui tire sur des abeilles. Des poupes. Oui. Oh là là, c'était chaud. Là ça commence à être un peu tendu. Là. On voit que je perds une vie. Mais celui-là, c'est mon niveau c'est le niveau que je déteste le plus. C'est ce que je déteste, c'est ces fameux tapis roulants là qui changent de sens. Encore une fois, là on va voir qu'ils vont changer de sens. Bon là j'y suis plus, donc c'est pour ça que j'essaye de. On voit les tartes qui bougent. Qui bougent, qui changent de sens. Et c'est très très compliqué là. Quand on regarde cette vie là que je viens de faire, on se dit c'est facile. Mais bon, j'ai eu un pattern. J'ai eu un pattern qui était ultra favorable. Les boules de feu, elles m'ont pas suivi, elles ont été à l'opposé. Donc. Donc là, on a fait une petite avance rapide. On est au Noop 18. Très bien voir. Donc j'ai déjà perdu mon avant-dernière vie là depuis un petit moment là. Donc, je survis. Tu survis. On va voir un petit peu jusqu'où je vais aller. Alors en fait la difficulté elle a pas évolué en fait depuis longtemps là. Non, c'est assez difficile de dire à partir de quelle loop la difficulté n'évolue plus. Je pense que c'est
je dirais le 5e ou le 6e. Ouais. Après, ça dépend des niveaux. Le niveau avec les ressorts, le 3e niveau, je pense que le 4e loop, tu es au maximal. Ouais. Après, je crois que c'est à partir du 5e loop, puisqu'à partir du 5e loop, ça doit être 5 boules de feu, je crois. Oui, c'est le nombre de boules de feu. Voilà, là on voit 3, 4, 5, ouais, c'est ça. 5, c'est maxi. Ouais. Donc à partir du moment où tu vois les 5 boules de feu qui sortent, je crois que ça doit être le 4e loop ou 5e loop, il faudra vérifier. D'accord. Tu sais que tu es au loop maximum. Ouais, effectivement, il n'y en avait qu'une au premier loop, donc ouais. En toute logique. Voilà, donc là, c'est corsé. Hein. Là, oui. À partir du moment où des fois j'ai des boules de feu qui descendent tout de suite, et puis des fois elles restent un peu en haut. Et encore une fois, et t'es bloqué, quoi. C'est aléatoire. Quoi. Puis alors là, on voit que j'en ai une qui. Voilà, oui, là j'ai une petite chance d'aller à droite, à la gauche, pardon. Alors là, voilà un marteau c'est vrai que j'utilise jamais, et même dans les super plays où les joueurs jouent le score, ils l'utilisent quasiment. Bah non, regarde. C'est très limité comme. Bah oui, tu as juste une petite. Et puis en plus, si tu peux détruire, tu peux tuer une boule de feu qui est sur la plateforme à l'opposé, tu vois, à droite du trou en fait. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu as une boule de feu qui va réapparaître, tu vois, dans le fuel là au milieu. Donc si elle réapparaît au-dessus de toi, comme tu dois remonter, c'est galère quoi. Donc ça n'a pas grand intérêt de prendre ce marteau. Bon, à moins qu'elle retombe très vite et que tu la re-shootes encore en boucle pendant quelques vies. Je sais que j'ai pas vu beaucoup de joueurs vraiment l'utiliser, même dans les 2-3 gros super plays. C'est juste, et surtout que je suis pas parti au bon moment en plus. J'avais pas le bon. Le bon. Comme quoi, il y a un petit peu de flottement quand même. C'est pas qu'il y a du flottement, c'est qu'en fait quand tu démarres, il faut vraiment visualiser le ressort qui suit le premier ressort qui t'a servi de repère. C'est vraiment ça qui est essentiel. Donc c'est ça, il faut avoir un œil sur Mario et un œil sur... Enfin non, pas Mario, c'est pas Mario. Un œil sur le personnage, un œil sur Jumpman et un œil sur le ressort qui suit. Mais c'est Jumpman, c'est vrai. C'est ça. Jumpman. Alors, donc là j'essaye toujours de me débarrasser là, tout en espérant... Garder le marteau assez longtemps. Le problème c'est que là j'ai toujours 3 boules de feu dans la partie droite de l'écran. Ça c'est vraiment galère. Et donc tu peux pas sauter par-dessus ces boules de feu? Alors, on peut. Le problème c'est qu'ils ont des patterns complètement aléatoires. Ils peuvent changer. Je sais pas si tu remarques bien, mais ils changent de direction assez vite quand même. C'est vrai. C'est rare qu'ils restent plus de 2 ou 3 secondes. Ils n'ont jamais la même vitesse en plus. Donc, ils restent jamais plus de 2 ou 3 secondes à aller dans une direction. Ils changent. Donc oui, tu peux. Voilà, c'est hyper compliqué. Je pense que tu as une chance, une chance sur 3, même une chance sur 2 de mourir. Donc là, t'as été trop gourmand. T'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu aller me contenter d'aller chercher le rivet, le dernier rivet, mais bon, malheureusement. Là, je meurs au dernier niveau du 18e loop. Donc sachant que le kill screen, c'est le premier niveau du 22e. 22. Donc là, j'étais presque au 19, pas très loin. À 3 loops près. Pas très loin. Moi, j'étais bien satisfait. Tu l'as déjà vu le kill screen ou c'est vraiment ta meilleure progression là? Ah là c'est ma meilleure partie. Quand je me suis arrêté, quand j'ai fait ça, je me suis dit en plus c'est trop de tension. C'est même pas ça, c'est vraiment un replay que j'ai fait vraiment pour No Life quoi. Parce que j'adore ce jeu, mais en même temps je me suis dit ce jeu c'est un jeu mythique, c'est un jeu culte, il faut en parler, il faut le montrer dans No Life. Alors autant que ce soit dans l'émission de Superplay. Donc c'est vrai que j'adore ce jeu, mais bon en même temps je te dis, je me vois pas rester 3 mois, 4 mois d'affilée dessus. Il y a trop de patterns un peu aléatoires. D'accord. En tout cas merci beaucoup pour ce Superplay merci de toute beauté. Toi, merci encore à No Life. Qui fleure le rétro, bien rétro pour une fois. Ouais, c'est vrai que... il n'y en a pas si souvent que ça. Je me souviens pas avoir été plus loin dans le temps au niveau des jeux. Il y avait Bubble, mais à part ça... Bubble, c'est même bien après, c'est 86. À part ça... Peut-être que je remonterai... Pac-Man, je le ferai. Ça, je veux au moins montrer les 4 patterns qui permettent d'être... 4 patterns sécurisants qui permettent qui permettent d'avoir des schémas sûrs pour finir le jeu. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est prévu. Ok. C'est prévu. Eh bien, à une prochaine pour Pac-Man ou quelque chose d'un peu plus récent. On n'aura pas de mal. On n'aura pas de mal. Ok, à bientôt. Salut Julien.